Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du Modern Talk. On va parler campagne municipale avec une candidate pour la mairie de Paris, Sophia Chikirou. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Merci d'être avec nous sur le Monde Merci moderne. à vous. La campagne son plein a commencé et pourtant on vous voit peu dans les médias alors que Sarah Knafo a déjà eu droit aux 20h de TF1, à France Inter le matin. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, personne ne m'a proposé TF1, ça c'est sûr et certain. J'aurais bien aimé, d'ailleurs, si jamais ils regardent, je suis disponible pour faire semblant d'être candidate à l'élection présidentielle, si c'est ce qu'il faut pour être invitée au JT de TF1, puisque c'est ce qu'elle a fait. Et après, j'ai des invitations, très honnêtement. Je ne vais pas dire que je n'en ai pas. J'ai des propositions médiatiques. Pour tout vous dire, ce n'est pas facile aujourd'hui d'accepter les invitations des médias. Parce que le rôle, d'abord le format des émissions et le rôle qu'on veut vous faire jouer dans les émissions n'est pas toujours très intéressant, pour employer un euphémisme. Mais par exemple, les matinales, c'est un exercice de commentaire de l'actualité. Et aujourd'hui, toutes les matinales se ressemblent. Le ton employé par les journalistes. Maduro, c'est un dictateur. Voilà, c'est à peu près ça sur toutes les matinales. Donc que vous fassiez RTL, France Info, Europe 1, France Inter, peu importe, c'est devenu le style répandu. C'est-à-dire que l'exercice ne consiste plus à interviewer quelqu'un pour essayer de transmettre du décryptage, de la connaissance ou même de faire révéler des choses vis-à-vis d'auditeurs, mais consiste à piéger, à tout faire pour piéger, mettre mal à l'aise, énerver, bousculer l'invité. Et finalement, quand on est un invité politique, on finit par être traité, je sais pas, moi j'ai pas envie de servir de punching ball à des gens dont je connais les idées, parce que je crois qu'on partage un peu cette analyse des médias, c'est-à-dire que non, les journalistes de l'audiovisuel public ou privé ne sont pas neutres, non, ils ne sont pas des spectateurs ou des analystes de la situation politique, ce sont des acteurs, ce sont des gens qui jouent un rôle dans le débat public. Et moi, je ne trouve pas, là, je n'arrive pas. Alors, peut-être encore une matinale que j'aimerais faire, parce qu'elle est longue, qu'elle prend le temps, etc. C'est une matinale de Radio Nova. Mais sinon, toutes les autres, je n'ai aucun intérêt à y aller. C'est pareil, perdre et passer un moment, comme le dit Léa Salamé, un mauvais moment. Un mauvais moment inutile, qui n'apporte rien ni aux auditeurs, ni à moi-même. Et donc, après, pour toutes les autres émissions qui peuvent exister, c'est compliqué. Honnêtement, la presse, c'est devenu un monde très particulier. Quand on essaye de faire un plan média, on a... Je crois, je ne sais pas si je dis quelque chose qui correspond à la réalité, en tout cas c'est l'impression que j'ai, 3/4 des quotidiens ou des magazines qui sont désormais entre les mains de l'extrême droite, qui ont des lignes éditoriales, soit pro-Trump, alignées sur les idées MAGA, soit des lignes éditoriales zémouristes ou lepénistes, quoi. Et des macronistes, il en reste. Ça, c'est pour le reste, le quart restant, Macron, Glucksmann, Hollande. Et donc, il n'y a plus aucun intérêt, des fois, à aller s'exprimer dans les médias. Moi, j'ai beaucoup de mal à accepter des invitations médias. Oui, parce que vous savez que ça va être un mauvais moment et pas forcément un moment où on va pouvoir parler de programmes, de campagne. Alors, ils nous appâtent toujours avec ça. Et ils vont vous dire, mais c'est pas vrai, on vous a dit qu'on allait parler de votre programme. On m'appâte toujours avec le programme, on m'appâte toujours avec des idées de fond. Et j'ai fait quand même beaucoup de rendez-vous presse ces derniers temps, et c'est pas vrai, ils s'en fichent du programme. Faut se rendre à l'évidence. Non, ce qu'ils veulent savoir, c'est les sondages. À Paris, justement, il y a plusieurs candidats. Alors, on parle beaucoup de Rachida Dati, on parle maintenant de Sarah Knafo, il y a évidemment Grégoire, le dauphin à la suite d'Hidalgo, et Sophia Chikirou pour la France Insoumise. Et cette année, quand même, pour les municipales, la France Insoumise va présenter beaucoup de candidats dans beaucoup de grandes villes. Et c'est un peu le chien dans un jeu de quilles, parce que là, ça embête un peu beaucoup le Parti socialiste qui, d'habitude, se refait la cerise au municipal, on va dire, quoi. C'est vrai, parce qu'on existe en tant que France Insoumise seulement depuis 10 ans, même si c'est un processus de construction de la gauche que nous incarnons beaucoup plus long. Mais nous n'existons vraiment que depuis 10 ans. Et nous avons participé à peu près maintenant toutes les élections. Les seules que nous n'avons pas prises à bras-le-corps, jusqu'à présent, on ne s'était pas beaucoup investi, c'était les élections municipales. Il faut dire que les seules qu'on a eues, c'est celles de 2020, en pleine crise
de la pandémie et de Covid, oui. Et du coup, qui d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que ce sont les pires élections qu'on puisse imaginer dans une démocratie, hein, parce que elles furent des élections censitaires, il faut bien le dire, où quand vous avez moins de la moitié de la population des électeurs qui se déplacent pour voter, quelle est la légitimité d'une élection in fine? Alors on dira, ils avaient le droit de venir, ils ne sont pas venus. Oui, mais ils étaient soit encore confinés, soit malades, soit interdits d'eux. Et puis surtout, c'était une élection, il n'y avait même pas eu de campagne, si vous vous rappelez bien les choses. C'est-à-dire que personne n'avait joué son rôle d'animateur de la démocratie pour essayer de convaincre projet contre projet. Donc en 2020, on a eu une élection, une formalité élective presque, où il s'agissait pour les sortants de se faire reconduire. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Je crois que les taux, c'était plus de 80% de reconduction. Mais là, justement, est-ce que la campagne bat son plein va vraiment avoir un enjeu programmatique, pour le coup, que ce soit à Paris, mais à Marseille, à Lyon et ailleurs, pour dire les choses doivent changer? Oui, je crois que là, les élections de mars 2026 sont porteuses de rupture. C'est l'analyse que nous, on en fait. On a tenu pour ces élections à être présents vraiment partout. Je veux dire, on aura y compris des listes qui se présentent sans étiquette parce que ce sont des petites villes, etc., mais qui sont plutôt des listes qui reprennent le programme de la France Insoumise, puisqu'on a un programme municipal, une boîte à outils programmatique dans laquelle les villes peuvent piocher en fonction de leurs enjeux. Et c'est vrai qu'on a travaillé à être présent partout. On a travaillé à incarner en fait l'option politique que nous représentons, puisqu'elle existe. Elle s'est exprimée, que ce soit en 2022 lors des présidentielles, et des législatives, en 2024 à nouveau lors des européennes et des législatives. Donc l'option politique que nous avons, le programme que nous défendons, les idées que nous diffusons et que nous représentons existent. Et il n'est pas du tout normal qu'elles n'existent pas et ne soient pas représentées au niveau local, parce que beaucoup de choses se décident au niveau local. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, pour Paris, si on parle du programme, quelles sont les grandes lignes pour prendre la suite d'Anne Hidalgo et changer Paris? D'abord, la première chose que nous voulons dire aux Parisiens, c'est qu'on va rompre avec ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et quand je le dis d'abord, on rompt bien sûr avec la politique gouvernementale et macroniste, mais nous sommes tellement nombreux à ne rien attendre de cette politique que, ma foi, il n'y a rien d'extraordinaire à le dire. Mais je rappelle quand même que ce soit Rachida Dati ou Pierre-Yves Bournazel, ce sont les deux visages du macronisme. Un visage à la Édouard Philippe, soi-disant plus lisse, un visage à la Sarkozy, Macron et tous les gens qui ont fait carrière sous Macron, finalement, à la Rachida Dati. Et ces deux visages-là incarnent exactement la même ligne. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est du macronisme, encore du macronisme, teinté de sarkozysme, teinté de philippisme. Édouard Philippe, c'est le Premier ministre de la répression des Gilets jaunes. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que c'est l'homme qui n'a pas hésité à réprimer au point de rendre aveugle des gens, de mutiler des gens. C'est cette droite-là que Bournazel revendique, et celle de Rachida Dati, c'est exactement la même. Hein. C'est celle qui est avec Darmanin, qui est avec ces gens à l'époque aussi avec Dupond-Moretti. Donc ces gens qui incarnent finalement le pire de la droite macroniste. Et ce qu'elle promet, c'est exactement de continuer Macron en pire, d'en rajouter au niveau parisien. Et de l'autre côté, on a Emmanuel Grégoire qui est comptable et qui le revendique de toute façon. Il n'a pas le choix. Il est comptable du bilan, oui, il est membre de la majorité municipale sortante, il est comptable du bilan d'Anne Hidalgo, il est comptable de tous les échecs de la majorité sortante, des socialistes à Paris. Et ces échecs, ils sont nombreux, parce que si aujourd'hui on déplore les morts à la rue, si aujourd'hui on déplore les gens qui dans leur appartement HLM n'ont pas de chauffage, ont des appartements insalubres, si on déplore aujourd'hui ce qui se passe dans le périscolaire ou dans le scolaire également, ou dans l'extrascolaire où un enfant est mort au mois d'août, noyé dans un centre de loisirs, c'est un enfant parisien, si on déplore aujourd'hui le fait qu'on n'a plus accès aux centres de santé, à la santé publique, que nos hôpitaux sont à ce point délabrés, il y a l'action étatique, mais il y a aussi l'action de la ville de Paris qui a la présidence des hôpitaux de Paris, par exemple, etc., etc. Et je peux continuer dans le monde de la culture. Si on déplore aujourd'hui qu'on n'a plus la pluralité culturelle qu'on pouvait avoir, que tout ce qui est culture populaire est privé de subventions au profit de quelques de maisons, grands groupes, où on oblige les associations culturelles aussi à se regrouper entre elles. On tue le petit pour
favoriser le grand et on formate le grand pour qu'il corresponde exactement à ce que nous on veut. Donc c'est plus la liberté culturelle. On impose une vision de la culture depuis le haut. Les lieux culturels ferment les uns après les autres pour nuisances sonores ou autres ou non-conformité. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors à Paris, il y a aussi une gestion à voir avec la préfecture, donc avec l'État, mais il y a aussi le bras de fer qui n'a jamais été mené par Anne Hidalgo avec l'État, avec le gouvernement, pour une simple raison, c'est qu'elle partageait et elle continue de partager. Et Emmanuel Grégoire s'inscrit dans cette continuité, la vision macroniste de la gestion de l'espace public, de la gestion des subventions aux associations, au monde de la culture, etc. Ils ont beaucoup plus en commun qu'aujourd'hui, ils vont le dire dans la campagne municipale. Et moi, ce que je redoute, et là où je lance un avertissement aux Parisiennes et Parisiens, c'est que ne vous laissez pas tromper par les promesses de ceux qui n'ont rien fait pendant 12 ans de ce qu'ils auraient pu faire. Celui qui vous promet aujourd'hui qu'il va loger les sans-abri et les migrants qui dorment dehors quand il fait -2, -4 à Paris, la question qu'il faut lui poser toujours, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait avant alors que tu es là depuis 12 ans. Il y a toujours eu ce ping-pong, alors pour les cas des personnes à la rue, en disant c'est pas de la compétence de la ville, c'est la région, et on a toujours vu ce ping-pong affreux, en disant c'est pas mon problème, c'est le vôtre, et on fait rien. Mais alors c'est insupportable. Mais c'est pas un problème nouveau, il date pas d'il y a un an. Mais personne n'a voulu s'y atteler en disant ils veulent pas. Je vais vous dire pourquoi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils refusent d'agir, que ce soit l'État, lui, c'est ouvertement l'abandon de l'hébergement d'urgence, la suppression de places en hébergement d'urgence, c'est l'abandon, le sous-subventionnement des associations qui font de l'entraide. Il y a aussi un retrait de l'État dans la politique de solidarité, évidemment. Mais c'est une compétence majeure de la ville de Paris, la solidarité, puisque la ville de Paris est non seulement commune, mais aussi département. Donc elle a une action sociale et un budget social assez important. La ville de Paris a choisi délibérément de ne pas être proactive et de ne pas aller au-delà des limites de ses compétences. Il faut savoir que quand vous êtes une collectivité territoriale du type région ou commune, etc., vous avez les compétences qui vous sont affectées, puis vous avez souvent des communes ou des régions vont au-delà de leurs compétences. Je vous prends un exemple. La région Île-de-France n'a pas comme compétence la sécurité. Pour autant, Valérie Pécresse a décidé de financer massivement de la vidéosurveillance et de financer des armes à la police municipale. L'éducation privée. Exactement, etc. Donc, toutes les collectivités ont la possibilité d'aller bien au-delà de leurs compétences via des mécanismes, et on peut toujours faire. Et en tout cas, la solidarité est une compétence de la ville de Paris. Et quel est le choix qui a été fait par la ville de Paris jusqu'à présent ? Ça a été un choix de dire l'État ne fait pas, se désengage, on ne va pas compenser l'État. Donc on a laissé s'aggraver la situation. Pourquoi, vous me direz ? Mais pourquoi des gens qui se prétendent de gauche font ça ? Moi, je le dis très franchement, je crois que le racisme et la xénophobie jouent un rôle très important dans la manière dont on traite aujourd'hui les gens qui sont à la rue. Ouais, c'est choquant. De la part de la majorité de gauche Je pense que les autorités étatiques comme locales décident de laisser tomber, de ne pas intervenir et de ne pas aider. Regardez comment sont traités les mineurs isolés. Les mineurs isolés, ce sont des mineurs. Et en plus, je vais vous dire une chose. La question n'est pas de savoir s'ils ont plus ou moins de 18 ans. On s'en fout. Parce que l'aide sociale à l'enfance, c'est pas le sujet. Bidon, parce que l'aide sociale à l'enfance, elle va jusqu'à 21 ans à Paris, et voire même, sur certains dispositifs, jusqu'à 25 ans. Donc, en fait, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, comme on l'appelle, elle ne s'arrête pas normalement à 18 ans. À Paris, elle va à 21 ans. Donc, en fait, on s'en fout de savoir que les mineurs isolés ont 18 ou 19 ans. L'important, c'est qu'ils entrent dans le dispositif de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, jusqu'à 21 ans. Donc, et oui, à 21 ans, on a un corps d'homme. C'est pas dramatique, hein, je veux dire, la puberté, c'est à l'adolescence, entre 15, 16, 17 ans. Après, à partir de 18 ans, on commence à plutôt avoir un corps d'homme. Donc, on va pas faire des tests osseux pour ça. S'ils avaient voulu traiter la question et éviter que des jeunes dorment sous les tentes, le quai de Bastille. Oui. On laisse faire les associations, elles achètent des tentes, elles achètent des réchauds, elles distribuent de la nourriture, des couvertures. Si jamais quelqu'un est vraiment en grande souffrance, elles interviennent ou elles font intervenir des médecins, etc. Mais on en est à voir des médecins qui font de l'humanitaire qui interviennent. Hein. Il y a des Médecins sans frontières interviennent à Paris. Maintenant, c'est des ONG humanitaires qui interviennent. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous assure que s'ils n'avaient pas été étrangers, ils n'auraient pas été abandonnés comme ça. J'insiste aussi pour dire que je ne parle pas seulement d'étrangers d'Afrique ou d'Afrique subsaharienne, etc. Je parle d'étrangers d'Europe. Moi, je travaille beaucoup avec les réfugiés ukrainiens et je peux vous dire qu'ils ne sont pas mieux traités.
loin de là. Contrairement à l'illusion du début, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la guerre, tout le monde voulait accueillir. Et aujourd'hui, c'est l'abandon total des familles ukrainiennes qui subissent le même sort que tous les réfugiés ou exilés. Et moi, des familles ukrainiennes avec 5 enfants, j'ai suivi le cas personnellement d'une famille ukrainienne avec 5 enfants, dont tout petits, à la rue. Ouais. D'accord ? Donc, c'est une xénophobie générale qui s'applique là-dedans. Et la solidarité, quand vous payez vos impôts et que vous dites « moi, je participe à la solidarité », vous ne dites pas « oui, mais ma solidarité, je la veux seulement avec un type de personne ». Vous ne faites pas ça. Vous dites la solidarité, c'est pour tout le monde. Moi, ce que je ne veux pas, en tant que Parisien, c'est voir des gens dehors quand je sors le matin et que le premier visage étranger que je vois, qui n'est pas de ma famille, je veux dire, c'est quelqu'un qui a passé la nuit dehors et qui est congelé et qui a froid et faim. Mais ce qu'on voit dans cette ville, c'est quand même incroyable de voir des terrasses où tout le monde fait la fête et quelques mètres plus loin, des gens, des familles qui sont à la rue et pas la volonté de les loger. Pourquoi il n'y a pas de réquisition des bureaux vides ? Il y a tellement de bureaux vides à Paris en disant mais vous inquiétez pas, c'est pas des squatteurs, ils repartiront quand ce sera pas la période dangereuse de -15 et puis on aura peut-être trouvé quelque chose. Pourquoi on réquisitionne des gymnases ? C'est pas fait pour héberger les gens, des gymnases. Mais parce qu'on veut pas de solution pérenne. Ouais. Toute la politique xénophobe de ces dernières années consiste à dire, et je dis xénophobe, mais aussi anti-pauvre en réalité, c'est surtout une politique anti-pauvre. Mais toute la politique anti-pauvre consiste à dire on n'apporte pas de solution pérenne à ces problèmes-là. On a vraiment basculé. Moi, j'ai vécu quelque temps à Miami, il y a plusieurs années de cela, et la chose qui m'avait le plus frappée, c'était il y a plus de 10 ans, à Miami, c'était les gens qui, le soir, à partir de 18h, la nuit tombe tôt là-bas, à partir de 18h, à installer leur tente sous le métro aérien là-bas à Miami. Et un jour, je suis allée les voir et je leur demandais, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Et c'était tous des travailleurs, des enfants scolarisés, des gens qui avaient une vie active, parfois 2-3 emplois, mais qui avaient fait le choix de payer l'école à leurs enfants et pas d'appartement, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer un appartement. Alors là-bas, il faisait 18-20 degrés, donc c'est la nuit, donc ça allait. Ils ne souffraient pas du froid au moins, mais c'était leur vie, c'était dehors, sous des tentes, sous le métro, toutes les nuits, toute l'année. Et leur rêve, c'était d'avoir une caravane ou un mobil-home, quoi. C'était même pas d'avoir un appartement. Donc, on est en train de devenir ça, c'est-à-dire que l'exclusion des pauvres, des travailleurs pauvres, des gens, parce que les gens à la rue sont beaucoup, majoritairement des travailleurs. N'allez pas croire que ce sont des gens qui ne travaillent pas, encore une fois. Moi, j'ai rencontré vraiment des gens qui sont agents de la ville. Qui sont à la rue ? Oui. Ah oui. Oui, je vous assure, c'est choquant. C'est inadmissible. Pas dans les médias, non, on ne leur tend pas le micro, mais c'était au 11e arrondissement. Il y avait un rassemblement au mois de juillet dernier. J'étais entourée de gens. Je leur demandais leur situation. Il y en a une, elle m'a dit « j'ai un CDI à la ville de Paris ». Waouh. Ah, effectivement, mais alors, donc, qu'est-ce que le programme proposé va changer à ça ? Nous, déjà, on a une volonté d'agir et d'utiliser les moyens de la ville pour rendre effectif le droit au logement. Donc, c'est un plan qui vise à baisser les loyers. On dit la seule façon... C'est au-delà des personnes à la rue. Là, c'est au-delà des personnes à la rue. On parle de tous les Parisiens. On a aussi un plan contre le sans-abrisme. Mais là, je veux d'abord vous parler de comment on va remettre du logement accessible à Paris. Vous parliez tout à l'heure des réquisitions. Et c'est vrai que la ville de Paris ne pratique pas la réquisition. Et que de toute façon, la réquisition, ça fait maintenant... la dernière grande réquisition, c'était dans les années 50. 1950. Le pays n'a quasiment plus jamais utilisé la réquisition pour répondre à la pénurie de logement. Je ne parle pas de crise de logement, parce qu'il n'y a pas de crise de logement. En fait, c'est organisé, c'est la spéculation, c'est volontairement, tout ça est quand fait. On voit les mètres carrés de bien sûr, bureaux tout ça est organisé sciemment. Donc, ce n'est pas une crise, c'est une pénurie organisée et spéculative. Donc, une réquisition, aujourd'hui, serait la meilleure façon de répondre aux enjeux et aux besoins. Et là, on va vous dire Venezuela. Et oui, on va nous dire Venezuela, et en même temps, si on ne le fait pas, si on ne répond pas à la crise, à la situation gravissime dans laquelle nous sommes, qui ressemble à celle des années 50, on va voir des dizaines de milliers de familles qui vont finir à la rue. Je vous assure, la pente est prise. On voit déjà les étudiants qui sont à la soupe-populaire, qui ont du mal à se loger, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est... Puis la loi Kasbarian fait que au bout d'un mois, vous pouvez être expulsé de chez vous. Un mois, vous avez un retard de loyer, vous êtes expulsé de chez vous. Donc, moi,
moi, je vois des personnes âgées mises à la rue. Non, mais il y a eu des suicides là, Exactement. récemment à cause de cette loi. Enfin, c'est monstrueux. Donc, il faut vraiment se dire... parce que c'est une chose d'avoir des squatteurs, de vouloir les déloger, etc. Et c'est autre chose d'avoir ça un n'a souci strictement rien à dans voir. la vie, un accident de vie, et puis se retrouver immédiatement à la rue sans filet. Ouais, sans filet, et avec parfois des stratégies de propriétaires qui sont très simples, conseillées par des agences immobilières ou des gestionnaires qui leur disent il vaut mieux vous débarrasser de celui-là, vous relouerez 100 € de plus. Et puis voilà, quand les gens sont avides, ils laissent quelqu'un dehors pour récupérer 100 € de plus, c'est par mois. Donc voilà la situation. Donc nous, on dit d'abord, la grande mesure, c'est la réquisition massive partout dans le pays. Donc ça, ce serait un plan national. À Paris, on a un problème pour faire de la réquisition massive, c'est que ce n'est pas une compétence de la ville, la réquisition, parce que la ville de Paris n'a pas de compétence de police. Donc c'est le préfet qui les a. Donc nous déjà on va se battre pour récupérer nos compétences, parce que je crois que par exemple la réquisition, c'est pas au préfet de la décider, c'est à nous, parce que c'est nous qui menons la politique du logement à Paris, c'est pas le préfet, et que la politique du logement national, elle est pas adaptée. D'ailleurs je sais même pas s'il y en a une, parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas repensé la politique de logement, à part les dernières mesures de Kasbarian. Donc c'est de dire on récupère nos compétences, on fait de la réquisition. Donc on va faire pression pour essayer d'avoir de la réquisition, des réquisitions, et puis on va soutenir toutes les organisations, les associations qui le font. Mais pour cela, on met en place une brigade du droit au logement, dont les premières missions vont consister à repérer le logement vacant et les bureaux vacants. Ensuite, elles vont... Parce que ça, il n'y a pas une liste déjà? Non, c'est pas difficile à faire. C'est juste une question de volonté, encore une fois. Ceux qui vous disent « Ah, c'est pas possible ». Non, tout ça est parfaitement possible. Le fisc est capable de savoir ce qui se passe chez vous avant même que vous le sachiez. Ne vous inquiétez pas. Donc, il y aura ça. Il y a aussi l'idée d'intervenir sur l'encadrement des loyers. Il y a un encadrement expérimental, mais qui va jusqu'à la fin de 2026. On va essayer de transformer ça en loi générale pour que ça dure. L'encadrement des loyers à Paris n'est pas respecté. On sait qu'un tiers des annonces immobilières ne respectent pas l'encadrement des loyers. Donc on va faire du contrôle. Et rien qu'en faisant du contrôle, on fait baisser les prix du loyer. Parce que le propriétaire qui met en location et qui ne respecte pas l'encadrement des prix des loyers, ou tous les logements qui ne respectent pas l'encadrement, ils peuvent avoir une sanction derrière. Et vous me direz, le propriétaire, il retire son appartement, il le fait plus. C'est ça, oui. Oui, et c'est vrai. Mais c'est pour ça que derrière, il faut aussi avoir une carotte et un bâton. C'est toujours pareil. Nous, on propose de mettre en place une régie verte. On l'appelle régie verte parce qu'elle a aussi une vocation écologique, dans le sens de la... Oh là là, le terme m'échappe. La réflexion des l'isolation immeubles. Voilà, l'isolation des immeubles et des appartements. Et donc, cette régie verte, c'est une régie publique de gestion locative. L'idée, c'est de dire aux propriétaires, vous nous confiez votre appartement pour le mettre en location. On va conventionner avec vous. C'est une convention qui existe déjà, un modèle de conventionnement qui existe déjà. En échange de cette convention et de la gestion de votre appartement, de votre bien, on vous propose d'abord de le mettre à loyer modéré. Vous faites un loyer modéré, mais nous, on vous aide à financer les travaux de rénovation de votre appartement, d'une part. On vous donne une garantie de loyer. On fait toute la gestion locative pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez plus à vous en occuper. Vous nous avez confié votre bien. C'est nous qui faisons la gestion d'entrée des lieux, sortie des lieux, les petits problèmes que les locataires peuvent rencontrer en cours de location. On les gère pour vous en échange d'un bail qui va de 3, 6, 9 ou 12 ans. Et en fonction de la durée du bail, la contribution aux travaux, à la gestion des travaux de rénovation est prise en charge en grande partie. Et ça permettra à des propriétaires de se dire j'ai un bien, je le mets en location, et de toute façon, s'il ne le fait pas, c'est-à-dire que si c'est considéré comme une résidence secondaire, la taxe d'habitation sur la résidence secondaire sera considérablement augmentée, c'est-à-dire au point de devenir dissuasive. C'est-à-dire que vous aurez une résidence secondaire dont la taxe d'habitation vous dissuadera de la conserver sans le mettre en location. Mais là, vous allez mais il faut s'attaquer à la spéculation. Ouais. Après, il y a des lois sur lesquelles qu'on pourrait faire adopter. Moi, j'avais proposé une loi contre la spéculation immobilière, et le but, c'était d'interdire les investissements étrangers dans le secteur immobilier. Ah oui, parce que ça, c'est vrai. Parce que c'est ça qui fait vraiment exploser les prix. Le Qatar est propriétaire de Paris. Hein. C'est pas que le Qatar, mais tous les rois du monde. Moi, j'ai quelques données là-dessus. Également. Espagnol aussi. Vous inquiétez pas. Non, là pour le coup, ils ont bien partagé. Le 8e, c'est vraiment le Qatar.
Oui, alors il y a une Il y a espèce dit- de compétition comme ça, des royautés et monarchies du monde, C'est vrai, entre c'est autres, fou, et des ouais. milliardaires qui consistent à acheter des immeubles entiers, à vider de toute activité, de toute présence humaine, pour en faire des espèces de musées de pierres qui servent Une à y fois mettre par leur an, hein, argent. quand ils Maintenant, ça arrivent. sert à y mettre leur argent. La Ouais. question, c'est pourquoi ont-ils besoin de mettre leur argent ici à Paris, dans la pierre parisienne? Pourquoi? Bonne Avant, question. ils Alors le mettaient dans pourquoi, des coffres en Suisse, alors pourquoi la mais pierre la Suisse parisienne? a changé un peu sa réglementation et surveille davantage l'argent qui arrive et les origines de l'argent. Est-ce que finalement, des fonds d'investissement basés au Luxembourg, à Andorre, à Monaco, surveillent autant la provenance des fonds? Je ne sais pas. Moi, je vous dis très honnêtement, je trouve que ce jeu spéculatif devrait questionner la brigade financière de Paris, mais aussi la brigade financière nationale, le parquet national financier, je voulais dire, plutôt que Mais, de... mais Ouais, je t'ai le, tendu la le perche. parquet national financier, il a d'autres chats à fouetter. La brigade financière de Pas Paris la aussi, brigade ouais. financière. Parce que, par exemple, à peine la campagne commence que, paf, Sophia Chikirou, vous avez quand même un procès pour escroquerie avec Bah le ouais. média. Bah oui, Ah et oui, puis c'est incroyable, hein. Incroyable. La dernière c'est fois la... qu'on s'était parlé, c'était au Oui, parce qu'on sujet avait de ma déjà fait cafetière avant la et d'une campagne. Ouais. cafetière et d'un micro-ondes, c'est ça. Mm. Là, cette fois-ci, ils veulent me faire un procès. Donc, c'est la brigade financière de Paris qui veut me faire un procès sur la base d'un différend qui n'existe pas. Alors, ils m'accusent d'escroquerie, mais c'est juste le terme qui est Oui, comme employé ça parce fait que, les gros bien titres sûr, avec bah oui, l'AFP, c'est Sophia génial. Chikirou en Mm. escroquerie. Mm. Mais l'affaire, elle est ridicule. On a un conflit, un différend commercial avec le média, ma société. Le média, à l'époque, c'était en 2018. On Ouais. finit en 2 ans, on règle le problème après le départ de Gérard Miller du média. D'ailleurs, Euh, Gérard Miller qui est poursuivi, lui, pour voilà. des affaires de mœurs. Et donc, avec Denis Robert qui prend la succession de Gérard Miller puis de Aude-Lancelin, Denis Robert lui propose un accord. On signe un accord et l'affaire est derrière nous. Et là, ils ont publié un communiqué pour dire nous, on n'a pas de problème avec Oui, Sophia le Chikirou. média Sophia a dit il n'y a Chikirou, pas d'affaire. non. Ouais. Non, non, on a réglé le différend commercial qu'on avait. À partir de là, la brigade financière de Paris, c'est le parquet, le procureur lui-même. Hein, je suis en citation directe, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'éléments de... Bref, j'ai pas tout compris à la procédure légale, mais en gros, citation directe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argumentaire de mise en cause. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, la seule L'affaire est chose, c'est réglée. qu'on me dit, Personne porte vous plainte. avez tenté Ouais. d'escroquer la banque Ah, la banque. en vous faisant virer le paiement d'une facture. Il dit, bah, pardon, mais je réclamais le paiement de cette facture. On m'avait donné l'autorisation d'encaisser cette facture. Je tente de procéder au virement. Je suis empêchée parce que les codes ont changé stupidement. Vous savez, les codes pour faire les virements. Je vais voir la banque. Je lui dis, vous avez changé les codes. Pour quelle raison? Et la banque m'apprend à ce moment-là que je ne suis plus présidente de la société, donc que je ne peux pas faire le virement. Tout ça est écrit noir sur blanc dans un courrier. Donc le parquet sait très bien finalement que je n'ai pas tenté d'escroquer, parce que pourquoi j'aurais écrit noir sur blanc les choses sinon? Ouais, Bref, en allant voir la l'histoire banque. saoule tout le monde. Oui. Ouais, pardon. Bah, ça les occupe. Enfin, Mais en même visiblement, temps, ça leur a permis de me coller l'étiquette en procès pour escroquerie, Oui. et ça leur fait plaisir. Ils se disent que comme ça, elle est discréditée, etc. Mais je pense que finalement, c'est eux qui se discréditent à force, parce que quand d'un côté, on nous a fait des perquisitions monumentales, impressionnantes en 2018, pour finalement dire que le problème de Chikirou, c'est un micro-ondes et une cafetière. Fallait pas déranger la terre entière pour ça, hein. Je veux dire, il y en a d'autres, ils se font perquisitionner, on trouve des choses beaucoup plus intéressantes, hein. McKinsey, En Marche, non, mais s'est voilà. fait perquisitionner. Moi, mais là, moi, on n'a pas un écho dans la non, presse ça de la ne- procédure non. judiciaire qui d'ailleurs est à l'arrêt. Hein. J'en sais rien, mais Enfin, de toute visiblement, façon, ça n'avance pas là, beaucoup, ce mais- qui est vraiment étonnant, c'est que Ouais. tout ça était classé depuis 2021. Ouais. Et ils Quand je ressortent dis parce que que c'est la campagne. 5 ans après. Ouais. Subitement, il est urgent de la juger, Sophia Chikirou, parce qu'elle est candidate. Donc moi, je suis bien sûr très contrariée par cela. Je ne vais pas dire que ça me laisse indifférente, c'est pas vrai. Je suis très contrariée par cela. Mais j'ai pris le parti d'en parler et de répondre aux gens qui m'interrogent sérieusement et de dire les choses comme elles sont, quoi. Et je pose que des questions. Je demande, mais pourquoi soudainement c'est urgent? Mais il n'y a pas un procureur, en tout cas pas celui qui a décidé de tout ça, qui y répond. D'ailleurs, il ne signe même pas ses mails, comme ça, on ne signe pas ses documents, comme ça, on ne sait pas comment il s'appelle, parce que c'est très bien, il se cache Donc, derrière là, vous l'anonymat. savez pas... Mais j'ai rien reçu, moi, j'ai D'accord, ni ah reçu ni citation à comparaître, j'ai rien reçu. Ils ont juste fait fuiter Non, ils ont juste fait fuiter à l'AFP. en disant tiens, mettez un titre pour dire. Ouais. Mais c'est dingue ce système. Ouais. Et du coup, Rachida Dati, pareil. Alors, le procès après les municipales, non, c'est pas pareil évidemment, mais
Pardon, hein, Mais mais moi, c'est un moi, mythe. je dis pas que je veux me mêler ou aller sur ce terrain-là Non. face à Rachida Dati. Je Mais- vous assure que moi, c'est face à son bilan, ce qu'elle incarne et ce qu'elle propose pour Paris que j'ai envie de la combattre et j'ai pas envie de mêler ces choses-là. En plus, je connais pas son dossier, donc je vois mal comment on peut se prononcer sur des titres de presse. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on donc, voit bien le jeu de voilà. la justice avec la presse qui fait le jeu en fait du pouvoir en place pour discréditer des candidats. Alors c'est soit le jeu du pouvoir en place, soit moi, Rachida Dati, elle fait partie du pouvoir en place. Ouais. Je dis pas que la magistrature ou le parquet obéit à des commandes directes du gouvernement, du ministre de la Justice, etc. Je pense que si nous ne séparons pas l'instruction du parquet, c'est un problème. Aujourd'hui, le fait d'avoir des procureurs qui mènent des enquêtes et qui ensuite décident d'envoyer en justice en citation directe sans passer par un juge indépendant est un problème. C'est ce qui m'arrive. D'autant plus que les parquets sont nommés directement par le ministère de la Justice, sont liés au ministère public. Donc dans une affaire dite sensible, c'est-à-dire où il y a une personnalité politique, où la moindre des choses, c'est d'aller faire appel à un juge indépendant. Parce qu'au moins, on sauverait les apparences. On dirait, bon, c'est l'indépendance de la justice. C'est le cas de Rachida Dati. Elle a le droit à un juge d'instruction, elle a le droit, ou de Marine Le Pen, etc. Moi, dans cette affaire, j'y ai pas le droit, quoi. Et le point de départ de cette affaire, c'est un différend ridicule entre nous. On se pouillait. Ah oui, non, mais le média, oui. C'était une pouille où finalement on a fini par comprendre que c'était la personnalité de Gérard Miller, on a découvert ça des années après, ne devait pas y être pour rien dans la façon dont la crise de nerfs générale avait marqué ce projet. Projet dont j'ai fait partie pour la première saison, ma foi, qui a vécu bien des aventures. Mais donc... la justice dans la campagne, les médias qui font aussi campagne pour leurs candidats d'une certaine façon, enfin, qui ont choisi de faire du buzz plutôt que de parler programme. Est-ce que les sondages vont faire la même chose ? C'est-à-dire qu'on a l'habitude, pour la France Insoumise, les sondages sont toujours calamiteux. On dit, oh là là, Jean-Luc Mélenchon, il est à la traîne, etc. Et puis arrive le moment du vote et ça alors, on avait raté 10% à peu près, mais bon, c'est toujours la marge d'erreur. Est-ce que c'est la même chose pour la municipale ? Alors, les sondeurs, les instituts de sondage, ils prétendent prendre la température, mais c'est pas vrai, ils prennent pas la température. Ce sont des acteurs de la vie publique, du jeu politicien, on va dire. Ils disent pour qui voter, en disant allez-y, là, voyez, et puis, il s'agit de raconter des histoires. Moi, je me plains pas des sondages qui sont sortis la semaine dernière, qui me donnent, je crois, 10-11 pour l'un et l'autre. Je m'en plains pas parce que je trouve que c'est déjà pas mal pour une force politique qui existe à Paris depuis peu. Je rappelle que la candidate qui avait décidé donc de mener la liste à Paris au nom de la France Insoumise, d'ailleurs même pas au nom de la France Insoumise, elle n'avait même pas mis le logo LFI, elle l'avait fait à son nom propre quasiment en 2020, elle avait fait moins de 5% à Paris, donc là on me donne 10-11% début janvier 2026, je prends. Ça va. C'est ça l'histoire que vous voulez raconter, il n'y a pas de problème. Et puis je crois surtout que l'histoire qu'ils veulent raconter, c'est celle qui s'est passée un peu dans la mise en scène la semaine dernière. L'arrivée de Knafo qui prend des points à Dati. D'après le sondage, ils racontent ce qu'ils veulent. De toute façon, ça aurait pu être ça ou non. Peu importe. Bournazel sort son livre. Il prend des points à Dati pour ça ou autre chose. Sait qui c'est. Mais eux, si, ils considèrent que tout le monde connaît Bournazel. C'est bien connu. Voilà, ça fait 20 ans qu'il est élu à Paris. Vous posez la question, qui est Bournazel ? Il n'y a pas un Parisien. Mais Emmanuel Grégoire, quel est le Parisien qui connaît Emmanuel Grégoire ? Ça fait, je sais pas. Le chanteur. 12 ans qu'il est élu à Paris. Non, donc ils n'ont pas marqué les Parisiens par leur action utile, je crois. Tous ces gens-là, d'ailleurs, ils viennent tous. Ils sont tous là depuis 20 ans. Si vous les regardez, mais tous. Alors à part Knafo là qui arrive dans la danse, mais sinon ils sont tous là depuis 20 ans à Paris. C'est même avant ça. Dati, 2007, elle commence en 2007. En 2008, elle est conseillère de Paris. Bournazel, en 2008, il est conseiller de Paris. Les autres, ils sont conseillers dans les cabinets socialistes avant de devenir adjoint au maire en 2014. Et
C'est des gens qui se connaissent depuis 20 ans et qui font de la politique à Paris depuis 20 ans, au Conseil de Paris, comme adjoints, dans les cabinets, etc. Alors, et c'est ces gens-là qui prétendent renouveler la vie politique à Paris, ça, repenser Paris, promettre à Paris une vision pour les 25 prochaines années. Moi, quand on me dit c'est quoi ta vision pour les 25 prochaines années, je dis écoutez, c'est celle que les jeunes Parisiens aspirent à un Paris solidaire, à un Paris où les gens se respectent, ou un Paris antiraciste. Les jeunes aujourd'hui rejettent le racisme à Paris plus qu'ailleurs. Il faut dire que Paris est une ville extrêmement cosmopolite. Exactement, c'est difficile, c'est intolérable même d'être raciste à Paris. Ou alors vous êtes trop malheureux si vous êtes raciste à Paris. C'est une vie de merde, ouais. C'est compliqué. Mais si vous regardez ce à quoi aspirent les jeunes aujourd'hui et que vous pensez le futur pour eux, parce que a priori c'est pour eux qu'on le pense, il faut le penser comme ça, en se disant on veut que l'espace public leur appartienne, donc il faut déprivatiser l'espace public. Par exemple, moi, je veux absolument m'attaquer à la privatisation de l'espace public qui nous est imposée. Les panneaux publicitaires que vous voyez dans les rues, vous avez vu ça ? On nous a mis de la pub. C'est-à-dire que nous, en tant que citadins parisiens, on est contraints et forcés à regarder des écrans publicitaires quand on se balade dans nos rues. Mais ça, c'est soi-disant pour financer des trucs. Mais c'est délirant. Mais cet argent-là, il sert bien à faire c'est des gouttes d'eau dans le budget de plus de 11 milliards de la ville de Paris. 11 milliards de budget ? Oui. Et combien de dettes ? La dette, aujourd'hui, elle est à 9,3 milliards. Mais vous inquiétez pas pour la dette. Enfin, moi, je veux dire, la dette, c'est de l'investissement. La dette qui est faite à Paris, c'est de l'investissement. Paris achète de l'immobilier, achète des appartements, etc. Après, il faut la regarder de près, la dette. Parce que là, je suis en train de défendre une dette. Non, il faut la regarder de près. Déjà, quelle dette ils ont faite, parce que je ne l'ai pas encore regardée de près. Les notes de frais, quand même. Non, ça, c'est pas dans la dette, c'est pas dans l'investissement que ça passe. Non, mélange pas tout. Ce budget-là, il sert à payer il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire dans le budget de la ville de Paris. Il y a indéniablement, il y a des budgets d'échelle, il y a des économies d'échelle à faire. Il y a des économies à faire aussi sur la façon dont certains marchés publics sont octroyés. Moi, je crois qu'on n'est pas obligé de faire jouer le maire bâtisseur et chacun y va de construire sa tour ou de dépolluer la Seine pour que 3 mois, ça a coûté quand même très cher pour ce que ça rapporte, au moment où il y a des urgences sociales et écologiques quasiment vitales dans la ville. Aujourd'hui, les rats, vous en faites quoi, des surmulures ? Ah oui, alors nous, on a un plan de gestion. Alors, c'est un plan de gestion éthique des populations de rongeurs à Paris. Éthique, ça te fait rire. C'est qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui peuvent être employées pour éviter la prolifération des rats. Il faut savoir qu'à Paris, il n'y a pas eu d'action menée depuis toutes ces années. Le budget qu'ils appellent budget d'ératisation, c'est un budget qui est ridicule par rapport à la ville, à la population et aux besoins de Paris. Des villes comme Londres, comme New York ont des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous, on va multiplier par 10 le budget, on va passer à plus de... Excusez-moi, je l'ai vu en plus le chiffre cet après-midi. Là, je ne l'ai pas en tête, donc je vais m'abstenir de dire de bêtises. Mais on va mener une vraie politique de gestion. Alors, je le dis sciemment, j'insiste, je ne vais pas parler d'ératisation, parce que je pense qu'il faut tenir compte des associations de protection des animaux. Moi, je crois que les rats, ce sont des êtres sensibles. Souvent, ils sont comparés en termes d'intelligence, etc., à l'intelligence humaine, avec des réflexes assez poussés. Alors, ce n'est pas la même forme d'intelligence, mais il y a des façons de gérer cette population, donc de la gérer pour la faire diminuer, et y compris des méthodes non létales pour s'en débarrasser. Après, il y a une question d'intervention. Quand on vous non létales, c'est-à-dire on les met ailleurs ? On ne les tue pas. On fait quoi ? Le vrai problème de la prolifération des rongeurs, c'est les portées, c'est la reproduction. Oui, donc on les stérilise. Il faut les stériliser. Il faut les stériliser autant qu'il faut, parce qu'on a quand même besoin d'une population de rongeurs, je tiens aussi à le dire. Moi, j'ai appris ça. Déchets, on en a besoin. Ça participe de la régulation. Le problème, c'est la prolifération, et le problème, c'est les zones infestées. Et c'est là que notre brigade propreté, donc on aura des services de propreté, mais on aura une brigade spécialisée là-dedans qui va être considérablement renforcée. Elle existe aujourd'hui, elle est insuffisante en moyens de gestion et d'intervention. Nous, on mettra une plateforme sur le site internet. Vous pourrez signaler les zones infestées et vous aurez des interventions. En moins de 24 heures, il y aura intervention des services spécialisés de la ville de Paris, parce qu'on va internaliser ça pour en fait se débarrasser, que les gens ne les aient plus dans les appartements ou dans les maisons. Moi, j'habite un endroit à Paris, j'habite en rez-de-chaussée, et l'été, je ferme toutes mes fenêtres. Je ne peux pas laisser ouvert.
parce que je les Ça vois rentre, passer. ouais. J'ai pas envie de me réveiller avec un rat à la maison. Ça. Donc, il y a des moyens de lutter contre ça Ok. pour les éviter. Donc non, il ne s'agit pas de dire on va tuer tout le monde, on va pas massacrer toute la population de rats. Les éradicateurs, faut se calmer, mais il y a des façons de gérer, d'avoir un vrai plan et d'avoir Ouais. une vraie politique de gestion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'autre scandale récent qui a quand même fait frémir beaucoup de parents, c'est le scandale dans le périscolaire de pédocriminalité, de violence sexuelle. C'est quand même extrêmement grave Mais dans le incroyable. secteur public d'arriver à ce niveau-là de recrutement, c'est-à-dire de n'importe qui, sans aucune sécurité. Et là, on se rend compte que l'ampleur du problème est quand même énorme. Il faut savoir qu'à la ville de Paris, le périscolaire, elle l'a très mal traité. Ça fait 12 ans, en réalité, qu'elle ne fait rien pour tenir compte des besoins du périscolaire. Or, le périscolaire, en moyenne, sur l'année, c'est 28 heures par semaine pour un enfant. C'est énorme. C'est énorme. C'est autant que le temps scolaire, quasiment. Et c'est plus. Ouais. Et donc, quand vous savez ça, nous, on a dit ça, c'est un vrai service public d'éducation communale. Oui. C'est-à-dire, vous imaginez, vous avez entre vos mains les enfants 28 heures en moyenne par semaine. Ça veut dire que vous devez les éduquer pendant ces 28 heures-là par semaine. Et on est censé leur donner accès au sport, à la culture, à la musique, aux arts plastiques, etc., etc. Et puis à d'autres activités, théâtre. Enfin, ils n'ont pas tout ça, hein. Malheureusement, la plupart du temps, faute de moyens, ça se réduit à pas grand-chose, à de la garderie. Certains parents témoignent de ça. Ouais. Et puis surtout, le recrutement des animateurs a été fait n'importe comment. On a 8000 vacataires qui sont inscrits sur une application. Moi, j'ai découvert ça à force. Ça fait 3 ans que les syndicats du périscolaire m'interpellent en me disant on va vers la catastrophe. Ça fait 3 ans qu'ils préviennent. Ouais. Moi, je suis députée depuis 2022. Les syndicats du périscolaire, ils sont en grève tous les ans. Ils sont en grève tous les ans. Tous les ans, ils réclament d'autres conditions de travail. Tous les ans, ils mettent en alerte. Moi, ils m'ont averti. Je suis députée de circonscription dans Paris. Ils m'ont dit ça va mal se passer, tout ça, ça va mal se terminer. Et c'est arrivé, le pire est arrivé. La première chose, ça a été la mort d'un enfant en sortie extrascolaire au mois d'août. Sur une base nautique, oui, sur une base nautique, un enfant autiste qui avait été confié à une animatrice qui n'avait pas la formation pour personnes en situation de handicap. Alors, certes, le taux d'encadrement était respecté, c'est-à-dire un animateur pour 4 enfants en situation de handicap, mais si l'animateur n'est pas formé au handicap, il ne peut pas gérer un enfant autiste. Résultat, bon, elle a perdu cet enfant et c'était un drame pour elle, c'était un drame pour le directeur du centre. Moi, je peux vous dire, je suis la seule à l'avoir invité après le drame, à l'avoir reçu à ma permanence. Je ne sais pas si cet homme continue d'exercer parce qu'il a dit, face à l'abandon de la hiérarchie, il était écœuré. Et donc, sur les violences sexuelles dans le périscolaire, j'ai découvert donc cette application qui consiste à mettre 8000 vacataires, dont 4000 de ces vacataires sont en fait des vacataires permanents. Donc, vous pouvez considérer qu'on a 4000 personnes, vacataires permanents, qui reviennent régulièrement dans le périscolaire, auxquels on fait appel, parfois quotidiennement, qui pourraient prétendre à avoir à minima un CDI, c'est ça, ou un CDD au moins pour commencer, voire on pourrait leur proposer la titularisation vu que certains y sont depuis des années. Et ensuite, vous avez les autres, les vacataires qui interviennent surtout pendant les vacances ou ce genre de choses de façon plus ponctuelle. Mais c'est devenu l'ubérisation de l'animation scolaire. C'est fou. Et vous avez vu comment ils les recrutent. Moi, on m'a expliqué, non seulement ils sont recrutés à la va-vite, on ne vérifie aucun diplôme. Il existe des diplômes de l'animation, donc sans diplôme. On ne vérifie même pas s'ils ont un peu d'expérience. On les envoie sur site. Parfois, les autres animateurs se rendent compte que la personne ne sait pas faire. Ils ne peuvent pas la rejeter. Ils ne peuvent pas dire on n'en veut pas parce qu'il y a pénurie tout simplement d'animateurs. La ville de Paris qui prétend qu'elle découvre cette situation ment. Parce que, ou alors, elle a tellement méprisé les syndicats, a refusé de les recevoir et de les écouter. Et donc, dans ce cas-là, elle est responsable. Ou alors, elle ment. Elle est responsable parce que moi, je sais depuis 3 ans, et les syndicats préviennent depuis 3 ans que ça va mal tourner. Ils étaient cet après-midi, je tiens à le dire, en assemblée générale des personnels du périscolaire à la Bourse du Travail ici à Paris. Ils continuent la mobilisation. Nous, on les voit tous les jours, toutes les semaines, je rencontre des représentants du périscolaire, des parents d'élèves sur cette question, notamment des violences qui ont été particulièrement mal gérées et choquantes. Parce que, quand je dis choquante, je veux dire, au-delà on est traumatisé à Paris par ces questions-là. Les parents sont traumatisés, les parents ont peur. Les personnels
se sentent montrés du doigt. Alors que c'est pas la majorité quand même, heureusement, très loin de vraiment. Mais il y a le malaise est profond. Donc nous, on a proposé, avant que les drames prennent cette ampleur-là, que les scandales prennent cette ampleur-là, de reconstituer une filière professionnelle de l'animation périscolaire à Paris, en formant les gens. Il y a une école de formation interne à la ville de Paris où on peut former les gens. Tout ça est vu avec les syndicats. Tout notre plan a été pensé avec eux, avec un souci de satisfaire les besoins des enfants avant tout. On est prêt, nous, à consacrer des dizaines de millions d'euros de budget supplémentaire. On annoncera le chiffrage de notre programme au mois de février dans le détail. Mais on est prêt à faire un choix budgétaire qui consiste à dire on met l'argent dans l'éducation communale parce que c'est notre responsabilité directe. Y compris dans la protection de l'enfance. C'est quand même important. Mais alors, il y a aussi la question avec les enfants de l'exode des familles de Paris, du fait des loyers, de l'impossibilité de se loger quand la famille s'agrandit. Là, il y a des solutions ou c'est encore quelque chose C'est des solutions où il y a plusieurs solutions sur le logement. Il n'y en a pas qu'une. Il y a la conjugaison d'actions pour remettre du logement privé sur le marché, du privé, et puis créer du logement public. C'est les deux leviers qu'on a. Le levier le plus direct qu'on a, nous, pour baisser les loyers, par exemple, ça va être dans le logement public. On négocie avec les bailleurs sociaux, dont la ville de Paris a la présidence. Paris Habitat et RIVP, par exemple. On a la présidence du conseil d'administration de ces bailleurs sociaux. On négocie la baisse des charges et la baisse des loyers, parce que de toute façon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont logés chez des bailleurs sociaux dans des conditions indignes, d'insalubrité, avec des charges exorbitantes qui ne correspondent pas aux services qui sont rendus. On va mettre par exemple en place un service public d'intervention pour les ascenseurs, parce qu'aujourd'hui les contrats avec les sociétés de maintenance des ascenseurs ne fonctionnent pas bien, les sociétés ne viennent pas. Moi je l'ai vu en direct en faisant du porte-à-porte il n'y a pas très longtemps, dans le 15e arrondissement. On a attendu plus d'une journée, du soir au matin. Les gens étaient bloqués chez eux, des gens en fauteuil roulant qui ne pouvaient pas sortir. Des situations qui durent encore plus. Oui, c'est pas une journée, c'est des exactement. Années. Oui, tout à fait. Donc nous, on va intervenir et il doit y avoir un service public là-dessus pour aider les bailleurs à faire leur travail, mais il faut aussi baisser les loyers, baisser les charges dans les logements publics. Et puis surtout, il faut arrêter de les détruire, parce que au nom de l'ANRU, de la politique de l'ANRU, on supprime des logements publics. Moi, je connais des zones dans le 20e arrondissement où on détruit du logement pour y construire des bureaux. Donc le bailleur social, alors que franchement, il y a de quoi devenir dingue de ce type de politique incohérente. De la même façon, on met tout l'investissement dans de la rénovation thermique, donc on ne construit plus. Or, la rénovation thermique, à ce rythme-là, il y a des gens... Ils attendent la rénovation thermique de leur immeuble qui est programmée pour 2028-2030, donc avec du retard. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a aucune rénovation et aucun entretien qui est fait dans leur immeuble. Ces réalités-là, elles sont documentées. Je ne vous raconte pas des cracks. Les gens subissent ça. Et les directions de Paris Habitat, que je connais et avec qui je me suis beaucoup disputée, et de la RIVP, disent qu'ils soient déjà contents d'être dans un logement social. Genre comme si c'était un privilège. Après, c'est la rue, quoi. Voilà, c'est un droit, le logement public est un droit. Donc, il y a nécessité aussi de conventionner, c'est-à-dire de récupérer... Il y a des façons de conventionner du privé en loyer modéré. Donc il faut le faire. Nous, c'est ce qu'on veut faire avec la régie publique de gestion locative. On veut conventionner du privé. Donc ce seront des appartements, des immeubles privés, mais qu'on va conventionner pour les mettre sur le marché à loyer modéré. On veut aussi, alors je ne vais pas dire construire, parce que l'idée, ce n'est pas de construire de nouveaux immeubles, mais on veut beaucoup transformer via la réquisition, via l'achat, mais la réquisition, ça vaut la peine aussi, via l'achat de bureaux qu'on veut transformer en logement. Il y a trop de bureaux à Paris, trop de bureaux de mètres carrés vidés. Les entreprises intramuros partent à la Défense ou ailleurs parce que les loyers sont trop chers de toute façon pour les bureaux dans Paris. Donc on marche sur la tête. C'est vraiment, on vide Paris, on en fait une ville de bureaux vides et de Qataris. Alors aujourd'hui, la plupart des bureaux sont pris en main par des fonds d'investissement, des banques qui font de la location de bureaux de service, vous savez, avec tout mis à disposition. C'est un nouveau business, souvent éphémère d'ailleurs. Les gens viennent pour signer des contrats d'1 an, etc.
etc. Tout ça, ce sont des business qui dépendent aussi beaucoup, non pas d'une économie nationale et d'une économie réelle nationale, mais d'argent qui vient de l'étranger. Et donc, quand Emmanuel Macron a fait tous ces 2 quinquennats à attirer des investissements étrangers, notamment états-uniens, ça n'a pas été, c'est loin d'avoir eu que du bon pour nous. Hein. Aujourd'hui, je ne connais pas le taux actuel des investissements directs étrangers qui vont dans le secteur immobilier, que ce soit logement ou bureau. Mais en 2021, il était déjà de 22% au niveau national. C'est énorme. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que quand il vous dit « j'attire des investissements étrangers en France », aujourd'hui, je suis prête à parier qu'on est aux alentours de 25% en moyenne nationale, mais on doit être à 30 ou 33% à Paris de pure spéculation immobilière. Dans les investissements directs étrangers d'Emmanuel Macron, en 2021, vous en aviez plus de 10% qui étaient du retour d'argent de paradis fiscaux. C'est-à-dire, c'est les millionnaires et milliardaires qui récupèrent... Mais c'est incroyable. Quand vous regardez la structuration des investissements directs étrangers, comme on les appelle, et vous savez à quoi ça correspond, vous dites que la plupart de nos problèmes viennent de ce mal-là. C'est pour ça que moi je dis on met fin à ces investissements directs étrangers dans le secteur immobilier. Ils l'ont fait au Québec, ils l'ont fait je crois en Nouvelle-Zélande, ils l'ont fait dans plein de pays dits démocratiques, modernes et tout ce que vous voulez. Ça existe et ça marche. Et justement, la démocratie à Paris, vous allez faire des référendums comme le propose Sarah Knafo ou ce que faisait... Pas comme le propose Sarah Knafo. Mais il y avait les consultations citoyennes d'Anne Hidalgo hein, où très peu de gens votaient et puis au final, hop, on décidait d'un truc en disant mais les gens ont voté. Quelle est la solution pour faire une vraie démocratie participative, directe ou enfin au moins où les Parisiens ont leur mot à dire quand même dans la gestion de cette ville. On présentera notre plan pour la démocratie la semaine prochaine. Donc, il est très détaillé et je crois qu'il est assez ambitieux parce qu'il part d'un constat qui est assez général. Vous savez, Paris n'a pas toujours été cette ville où tout est centralisé à la ville de Paris, tout est décidé par la préfecture de police. On a l'impression que l'espace public, tout est organisé par la préfecture de police et par la ville de Paris. Ça va jusqu'à remettre en cause, par exemple, en termes de démocratie, la liberté des maisons d'édition indépendantes, des librairies indépendantes. Rappelez-vous la remise en cause des bouquinistes le long de la Seine, par exemple. Tout ça, c'est de la démocratie aussi, l'accès à la culture, aux livres et qu'est-ce qui est édité, qu'est-ce qui est publié, tout ça. Le cinéma, par exemple, indépendant, n'est pas voué à disparaître. Paris a compté des dizaines de cinémas indépendants et de petites salles, etc. Les scènes aussi, les petites scènes qui ne sont pas soutenues, qui sont très peu soutenues. Moi, je connais beaucoup plus dans ma circonscription de scènes de théâtre totalement 100% privées qui ne touchent pas un centime de subvention parce que c'est inaccessible pour elles ou c'est tellement, comment dire, non pas contrôlé, parce qu'à la limite que ce soit contrôlé, c'est pas le problème, mais tout est dirigé, c'est-à-dire on les appelle à projet tombent d'en haut, on vous dit voilà ce qu'on veut que vous fassiez. C'est pas comme ça que fonctionne le monde de la culture. Le monde de la culture, ça vient d'en bas. On ne dirige pas d'en haut. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la démocratie, elle se joue au niveau culturel, elle se joue aussi au niveau des médias et de la presse. Paris n'a pas toujours été cette ville qui n'a pas un seul journal local. Et le Parisien n'est pas... Non, mais le Parisien, aujourd'hui en France. Voilà, le Parisien c'est Bernard en France, Arnault. il est à la fois local, national, il a quelques pages parisiennes, mais il est surtout entre les mains du plus grand oligarque de notre pays. Qui privatise Paris à tour de bras, Bernard Arnault. Donc non, on ne peut pas n'avoir qu'un seul journal parisien. Il a le tapis rouge, dès qu'il veut quelque chose, Paris lui offre. Mais les milliardaires ont été plus que bien servis, que ce soit par l'État ou la ville de Paris ces dernières années. On aura la présentation de notre plan pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine parisien. Quand les Parisiens vont réaliser ce que nous, on est en train de relever de captation du patrimoine parisien par les grandes fortunes étrangères et françaises. Mais c'est honteux. C'est honteux la façon dont tout est privatisé. On ne leur refuse rien. Ils veulent les Champs-Élysées. Je crois que pour éviter un scandale, une fois, ils ont reculé. Mais rappelez-vous, la Malle Vuitton, il a fallu une intervention au tribunal pour qu'il arrête. Et quand il ouvre la Samaritaine, c'est Emmanuel Macron qui est là pour couper le ruban. Le président de la République qui est là pour ouvrir une petite épicerie. Non, mais de toute façon, il faut séparer l'argent de la politique. Je veux dire, c'est un beau programme de la politique. Mais il faut couper vraiment court. Donc sur la démocratie, il va y avoir, par exemple, une bonne partie sur la probité des
des élus parisiens. On va pratiquer des choses toutes simples. Par exemple, vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez un déjeuner de travail, vous revenez avec le ticket, on vous a dit, on vous rembourse jusqu'à 25 € le repas. Ça, on va faire pareil. C'est très simple. Hein. C'est-à-dire que la ville de Paris qui a comment dire, sa table en quelque sorte dans des grands restaurants parisiens, je sais que ça se passe comme ça, où les bouteilles de vin peuvent passer les 100, 150 €, d'accord, les gens pourront continuer d'y aller, il n'y a pas de problème, vous êtes élu, vous êtes adjoint au maire, vous voulez aller dans un grand restaurant pour recevoir un interlocuteur, allez-y, mais on vous rembourse jusqu'à 25 €, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Voilà, mais à Paris, je pense qu'à 25 €, on peut bien manger dans un restaurant, plutôt bien même. Oui. Voilà, donc ça suffit. Faut demander aux élus. Pour ce qui est de la représentation, des frais de représentation des vêtements, parce que je me rappelle de cette maire du 8e arrondissement, je crois, dont j'ai oublié le nom, mais qui parlait de s'acheter des vêtements. Vous savez, moi, je suis députée. Elle a dit qu'elle remboursait. Ouais, moi, je suis députée, je ne m'achète pas de vêtements avec mes frais de représentation. Il m'arrive parfois de faire du pressing, mais on a regardé avec mon assistant parlementaire, il m'a dit que depuis 2 ans, je l'ai fait 2 fois, les frais de pressing. Ça va. Oui, ça va. C'est parce que des fois, quand j'enchaîne les changements de veste, etc., oui, on est obligé de s'habiller, mais je veux dire, on a une indemnité parlementaire ou une indemnité d'élu qui permet de se payer des vêtements. Ça va, quoi. Et la publication des notes de frais, parce qu'Anne Hidalgo a freiné des cas de fer pour qu'on n'ait pas accès, alors que les citoyens ont le droit. Moi, je suis au moins pour les donner accès aux journalistes, parce qu'après, les journalistes en font ce qu'ils veulent. Parfois, ils leur font dire ce qu'ils veulent, et puis c'est aux élus aussi de décider eux-mêmes de rendre public leurs notes de frais. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne la suspicion permanente, parce que même si on voit que certains abusent, et c'est vrai, c'est pas la majorité du genre non plus. À l'Assemblée nationale aussi, on a le déontologue qui contrôle les frais de représentation. Il y a eu des abus commis par-ci par-là, parfois des erreurs aussi. Moi, je me rappelle d'un député, pourtant je l'apprécie pas énormément, mais qui avait acheté une machine à café très chère, mais il disait, mais moi je pensais que je l'achetais pour les 5 ans, et cette machine à café, elle me permettait pour moi, mes assistants et tout. Bon, le déontologue lui a dit, ok, pour 100 €, mais les 400 € au-delà, c'est pour votre pomme. C'est pas grave, mais c'est des trucs, c'est des broutilles. Enfin, c'est des broutilles, mais en tout cas, les frais de représentation pour les vêtements, il n'y a pas de raison que ça existe. Voilà, c'est ça que je dis. Il n'y a aucune raison. Et pareil pour les dîners somptueux de Laurent Wauquiez non plus. Mais écoutez, moi, si jamais je suis maire de Paris et que je suis invitée dans une cérémonie à l'étranger où on va me dire, tu sais, il va y avoir des rois, des reines, des ceci, cela, ils vont porter des robes Dior et des robes, que sais-je encore, comme marque. Moi, je m'en fiche. Je vous le dis très honnêtement. L'image de la France. Mais l'image de la France, c'est l'image. Je me rappelle de que va dire Bernard Angela Merkel. Elle avait sa tenue. Oui, ou même, je peux vous dire, même Hillary Clinton, quand elle avait une tenue, c'est un costume de représentation. Si je suis invitée à un dîner de ce type-là, ça peut arriver. Hein, c'est des dîners officiels où j'y vais habillée de façon élégante, mais pas besoin de... Moi, je préfère représenter Paris dans ce qu'il est profondément, naturellement. C'est-à-dire qu'à Paris, on n'a pas besoin d'être riche pour être bien habillé et élégant. À Paris, je peux vous garantir que le Paris populaire est certainement beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant que ces gens qui affichent des 10 000 ou 15 000 €. J'ai même pas idée de combien on peut s'habiller. C'est subjectif. Tout ça est subjectif. Bon, mais je vous assure que l'élégance, c'est pas le prix du vêtement. C'est la façon de le porter. Exactement. Donc, parce que je suis sûre que la robe Dior là, de Hidalgo... Jalouse. Elle irait mieux à moi. Non, c'est pas vrai, je rigole. Je m'en fiche. Non, à propos des économies, parce que quand même la mairie de Paris avec Anne Hidalgo est devenue une sorte d'antichambre de recyclage de gens du PS. On a quand même tellement de gens qui travaillent à la mairie de Paris, on se demande si vraiment ils travaillent. Est-ce qu'il y aura un audit des fonctionnaires de la mairie de Paris ? Le problème à la ville de Paris, ce ne sont pas les fonctionnaires, parce que si vous regardez... Enfin, je veux dire les conseillers, oui, c'est pas forcément parce que c'est pas la même chose. Tout ce qui a été la cour d'Anne Hidalgo. Aujourd'hui, les besoins, les compétences sont considérables. Vous avez 270 000 enfants qui sont dans nos écoles et collèges.
il y a le personnel national, mais il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, le service d'éducation communale, c'est pas négligeable. Vous faites quoi quand je vous dis il y a besoin de recruter, en plus de titulariser 4000 vacataires, on a besoin d'en recruter 2000 autres si vous voulez que vos enfants soient bien traités. Qui ont un métier utile. Mais qui n'a pas de métier utile dans la propreté, tous les par conseillers exemple de la ville de Paris. Non, mais ça, c'est les conseillers dans les cabinets. Ça, on peut peut-être rationaliser les choses, en effet. Je ne connais pas la situation, donc honnêtement, ce que je sais, c'est qu'il y a des catégories A, voire hors cadre, qui sont trop payées. Parce que, en plus de l'indemnité qui revient à leur catégorie, elles ont parfois des primes exagérées. Là, on peut rationaliser. Mais de toute façon, on cherchera les économies. Dans notre chiffrage du mois de février, il y aura des économies à faire. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de raisonnable dans notre rapport à l'exercice du service au public. Quand on est au service du public, on le fait à la fois par choix, par intérêt pour la chose publique, par intérêt de l'action publique. Et on le fait raisonnablement parce qu'on ne doit pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, quoi. Si vous êtes un fonctionnaire de la ville de Paris, vous devez être correctement payé pour le travail que vous faites. Ce qui est totalement injuste, c'est quand vous voyez tous les fonctionnaires de la ville de Paris qui sont en catégorie C, alors qu'ils font des emplois. Catégorie C à Paris, c'est pas énorme. Hein. C'est un peu plus du SMIC, avec quelques primes. Vous arrivez difficilement à vos 1 600 € par mois. Vous ne vivez pas à Paris avec. On pourrait considérer que tous ces gens-là méritent plus. Mérite d'être plus soutenu par la ville employeur pour qu'ils puissent vivre à Paris, pour le service qu'ils nous rendent. On les voit, les services de propreté, les services sociaux, les services dans les écoles, les services dans les équipements sportifs, équipements généraux. Ce pas des gens dont on peut se passer, je vous assure. Ce sont des gens essentiels. Pendant la pandémie, eux, ils travaillaient. Oui, pour vous dire à quel point ils sont essentiels. Le personnel de crèche, le personnel des EHPAD, quand il y en a encore, etc. C'est des gens qui travaillaient. Donc, il ne faut pas dire faut dégraisser, il faut virer des gens. Je ne pensais pas à ces gens-là, justement. Je pensais après, dans les cabinets, tous les mais ce n'est pas ça qui crée le déficit, la dette. Non. La dette, c'est peut-être des projets dont on aurait pu se passer. Oui. La Seine baignable, par exemple. Je ne sais pas si elle a été payée sur de l'investissement ou comment elle a été payée, mais puis dans la dette, il y a comment dire, aujourd'hui, on paye les intérêts de la dette. Sont-ils tous aussi légitimes qu'on voudrait nous le faire croire? Et est-ce que vous allez être en contact ou est-ce que Zohran Mamdani à New York est un exemple Mamdani, my name is Zohran. Mamdani. Est-ce que Zohran à New York va être un exemple? Est-ce que vous allez entrer en contact avec lui puisque quand même il a réussi un tour de force en ayant la mairie de New York sous une Amérique trumpienne. Il a convaincu avec un talent incroyable, avec un programme radical, ambitieux, vraiment courageux. Il a convaincu les New-Yorkais de voter pour lui. Il les a convaincus après une campagne longue, forte, d'abord interne au Parti démocrate, où il a affronté durement son adversaire corrompu d'ailleurs. Et puis finalement, il a gagné face au sortant, et il l'a gagné vraiment avec une force. Non, il est admirable dans ce qu'il a fait, mais plus que ça, moi, ce qui me le rend absolument sympathique, c'est son discours d'investiture. Parce que là, son discours d'investiture, c'est celui d'un homme qui réaffirme avec une puissance incroyable son collectivisme. Il dit « je suis collectiviste », c'est les termes que nous, on emploie. Nous, on se définit comme collectiviste et on le retrouve dans sa bouche. Alors, bien sûr, il vient d'une sensibilité politique qui est très proche des insoumis. Les socialistes, c'est plutôt... Démocrates, la branche gauche. Ils s'appellent... en réalité, on les comparerait aux socialistes révolutionnaires, si on voulait vraiment comparer à quelque chose qu'on connaît, nous. Et puis, il affirme très vite ses premières mesures, c'est agir concrètement. Sa brigade du logement, c'est la même chose que celle qu'on propose. Sa façon aussi, il le dit, d'affronter l'État, d'aller revendiquer les choses, de tenir tête. Et puis, moi, ce qui m'a rendu vraiment cet homme admirable, ça a été sa réaction à l'acte de guerre commis par Trump au Venezuela, où il a tout de suite passé le message qu'il n'était pas d'accord avec cet acte de guerre, qu'il réaffirmait le respect
respect du droit international et qu'il défendrait les Vénézuéliens et le droit des Vénézuéliens à New York, ce qui voulait dire aussi je défendrais le droit de Maduro qui a été kidnappé et déporté à New York. Juges, Voilà. Et moi, c'est exactement dans le plan, dans notre programme internationaliste, on a appelé Paris ville internationaliste. L'idée, c'est de la réaffirmation du rôle d'une diplomatie parisienne qui réaffirme son attachement au multilatéralisme et au droit international en intervenant directement. Nous, on subventionnera directement l'ONU, l'UNRWA, par exemple, parce que les Israéliens veulent ça. C'est déjà le cas. Paris a déjà des subventions, mais c'est pas 3,5 millions d'euros de budget de subventions qui sont donnés à quelques associations qui agissent ici en France, mais pas de soutien direct aux institutions internationales. Or là, elles sont profondément attaqués par Donald Trump qui coupe les budgets. La France aussi coupe les budgets. Tout le monde coupe à peu près les budgets ou ne paye pas leur part. Le peu de respect des institutions. Exactement. Donc l'idée, c'est de dire, nous, on défend le droit international. Et donc, je pense que je me retrouve avec lui. Maintenant, est-ce qu'il va intervenir dans la campagne électorale ? Je n'y crois pas une seule seconde pour la raison que ce n'est pas du tout une pratique américaine ou même mexicaine. Obama avait fait la campagne de Macron en disant quand même un petit coup de fil. Ouais. D'accord. C'était McKinsey. Non, c'est peut-être McKinsey qui l'avait aidé ou Rothschild. Je ne sais pas, mais il y avait eu un petit message d'Obama. J'ai pas de Rothschild Connection avec Zoran Mamdani. Donc, mais j'aimerais beaucoup, oui. Je rêve de réussir comme lui, mais on n'est pas dans la même élection, ça se passe pas de la même façon. C'est pas le même pays, mais il y a beaucoup en commun aussi. Il y a beaucoup en commun. C'est pour ça que j'en parle. C'est des villes puissantes, New York et Paris. Ce sont des villes qui pèsent. Paris, c'est le cœur économique. C'est là que New York est la ville des milliardaires, de la puissance financière. Paris est la ville des milliardaires et de la puissance financière en Europe. C'est là aussi que ça se joue. Et affronter les milliardaires, affronter le capitalisme financier et le capitalisme spéculatif à Paris, c'est une très grande fierté déjà pour moi. Je vous le dis très honnêtement, c'est la première fois, je crois, que la France insoumise porte à une candidate qui prétend faire plus de 10%, là, avec nos listes partout dans tous les arrondissements. Et honnêtement, je suis très fière d'abord de la confiance que la France insoumise me donne et j'espère vraiment qu'on marquera les choses. Parce que 2026 est une année essentielle. J'appelle les gens à voter, les jeunes en particulier, parce que figurez-vous que dans les sondages qui sont sortis la semaine dernière, je fais quand même plus de 30% chez les jeunes, les 18-25 ans. Donc moi, je crois que plus les jeunes votent, plus les jeunes votent, plus j'ai de chances de l'emporter. Il faut mobiliser aussi les gens qui sont des milieux populaires, des milieux de classe moyenne. Ne vous découragez pas, ne renoncez pas à voter, et puis votez pour le pari populaire, parce qu'on a vraiment l'intention d'agir, et d'agir dans le même état d'esprit que Mamdani, si vous l'admirez. Et ben voilà. Eh ben, merci beaucoup, Sophia Chikirou. Bonne campagne. On aura sans doute l'occasion d'en reparler à ce micro. Avec plaisir. Pour voir un peu comment tout ça évolue, puisque les élections, c'est en mars. C'est quel jour en mars ? Alors, vous avez jusqu'au 6 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est très important. Ouais. Allez-y, courez partout où vous êtes. C'est hyper simple. Faites-le. Et ensuite, on vote le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le deuxième tour. Le 15 mars, vous votez 2 fois. Vous savez comment ça se passe ou pas ? Pas du tout. Alors en fait, vous allez voter 2 fois, vous allez entrer dans votre bureau de vote, vous allez aller d'abord à une première urne, ce sera certainement l'urne de l'arrondissement, donc vous voterez pour votre maire d'arrondissement ou votre liste d'arrondissement, de toute façon c'est très simple, c'est LFI, la France Insoumise. Et ensuite vous continuerez votre parcours en quelque sorte et vous irez vers une deuxième urne, où vous voterez donc une deuxième fois. Il vous faudra à nouveau signer le registre. Donc c'est double vote. Voilà, c'est 2 élections le même jour. Voilà. Et la deuxième fois, vous voterez Sophia Chikirou et les filles aussi. Voilà. Avec le bulletin. Fastoche, le plus beau. Le plus beau. Celui où il y a écrit Mélenchon. C'est pas difficile. Il sera sur le bulletin ? Non. Je ne l'ai pas encore demandé. Mais il peut être sur le bulletin. Il faut que je lui pose la question. Il peut à condition d'être sur la liste. C'est ça. Voilà. Oui, il faudrait que la liste, on l'a pas. Non, parce que je la diffuse, je la rends publique. On va rendre publiques nos listes en février. On est en train de les constituer dans les arrondissements au Conseil de Paris. On est en train de bien travailler pour préparer nos listes de candidats. Bon,
ben, on attend la liste alors. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de rendez-vous. Et hein. oui, et tous les aspects programmatiques qu'on a Il évoqués y aura- ce soir, Alors, vous mais avez il y vu en qu'ils aura sortent beaucoup d'autres. tous des livres, peut-être. Oui, aussi, oui. Alors, il y a Bournazel a sorti un Mais- livre, mais non, mais- Emmanuel Grégoire sort un livre. On pourrait éviter ça, parce que personne ne les lit. On est d'accord. Ah oui. Moi, je vais Même les sortir un journalistes livre, mais maintenant, c'est pas un livre où je me raconte. C'est quoi, c'est un livre Moi, c'est le livre programme. Ah oui, non, mais ça, c'est un programme. Ça, c'est c'est normal. utile, Oui, c'est ça, c'est utile. utile. Non, on m'a dit, des éditeurs ils m'ont dit, vous voulez pas écrire un livre? Mais les gens, pour que les gens vous connaissent, mais Bah, ils écoutez, vous connaissent, hein, et avec les gros titres de l'AFP. Merci. non, mais mieux vaut en rire, c'est vrai. Oui, mais si c'est vous voulez tragique. me connaître, devenez un militant insoumis, investissez-vous à la France Insoumise Paris, et vous verrez, je suis très accessible en général avec les camarades. Bon, et ben voilà. Merci beaucoup, Sophia Chikirou, Merci. et bonne campagne. Merci, À bientôt. Et si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce, un commentaire. Vous pouvez commenter, partager aussi cette vidéo. Et puis j'espère que les médias mainstream vont la regarder avec beaucoup d'attention. On leur enverra le lien. Voilà, être sûr qu'ils regardent un peu. Bonne idée, ça, bonne idée.